Bon après-midi tout le monde. Bienvenue dans cette présentation sur la résilience des organisations. Mon nom est Martin de Marinis. Je suis directeur principal des ventes au secteur public chez ITI, donc au Québec, à l'extérieur du Québec, avec mon collègue. Bonjour tout le monde, Michel Charret, conseiller technologique principal chez ITI au niveau corporatif. Donc, comme toute bonne présentation TI, on vient toujours en paire. C'est ça long. Il y a le beau gars versus le gars intelligent, ou il y a la grande gueule versus le gars intelligent. Ou... Toi, t'es qui, Martin? Des fois, ça peut être tous et deux la même personne, mais ça marche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce midi, pendant l'heure du lunch, il y avait un sondage à l'écran principal. On a posé différentes questions pour pouvoir justement introduire la présentation d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui. On va passer ça en revue rapidement parce que c'est vraiment intéressant. J'ai besoin de mon téléphone parce que c'est des notes qui ont été rendues disponibles il y a quelques minutes. On avait quand même 33 personnes qui ont répondu. Martin, on avait 6 à 7 questions en tout. Exact. Puis une des questions, c'était, selon vous, quel est le risque le plus susceptible d'interrompre les activités d'une organisation? Puis j'ai trouvé la réponse vraiment intéressante, Michel, parce que 76 % des gens ont répondu à un incident informatique. Exemple, une cyberattaque. Ça fait que c'est un salon d'informatique, dans le fond, fait que c'est pas surprenant comme réponse. Mais vous seriez surpris là, de savoir que 80 % des interruptions en entreprise ou en organisation au niveau des TI sont causées par l'erreur humaine. Puis c'est pas les cyberattaques, ni les désastres, c'est souvent l'erreur humaine. Impressionnant. Hein? Oui, exact. Toi, Michel, de ton côté, tu en avais une bonne aussi, je pense. Oui, bien, tu sais, on avait 5-6 questions. On a choisi ceux qui nous ont plus marqués, je dirais. Une des questions, était avez-vous déjà participé à un exercice de simulation ou une formation sur la gestion de crise? Puis on avait quand même là, près de 50 % qui ont dit non. Non, jamais. Puis il y en a qui l'ont fait récemment, mais il y en a qui ne le savaient pas. Donc, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point de faire un exercice de ce type-là, pratiquement à l'intérieur de la première heure, on se rend compte en tant qu'organisation qu'on n'est pas prêt du tout. Souvent, les personnes vont se regarder et vont se dire « Hey, c'est qui fait ça chez nous? Donc, est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a fait des plans? » C'est vraiment flagrant de faire cet exercice-là. Puis ça nous montre à quel point, si ça arrive demain, on n'est pas tant prêt. Puis en plus de ça, dans le métier qu'on exerce, on a l'occasion de voir des désastres comme ça, puis des clients qui nous appellent à toutes les semaines. Question de reprise ou une urgence ou même des cyberattaques. Si vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez jamais vécu, tant mieux. Puis je vous le souhaite jamais. Mais typiquement, là, ça n'arrive pas le lundi après-midi vers 2 heures. Ça va arriver dans la nuit du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi. Ça fait 2 ans que l'engin malveillant sniffe le réseau, tous les backups, les sources puis les répertoires de backup ont été trouvés. Puis là, l'encryption est mise en place, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Puis il y a un de mes clients qui m'a appelé un matin, un lundi, en disant « Martin, ça presse, j'ai besoin de toi, venez faire un tour chez nous, faut faire les payes jeudi. » Puis on a... Je dis « Oublie ça, là, tu ne feras pas les payes jeudi. Ça va prendre du temps. C'est quoi ton plan de désastre? » On a des backups. Je dis, mais là, tu n'en as plus de backup. C'est quoi ton plan de recouvrement? Puis là, ça amène un peu la discussion qu'on apporte aujourd'hui. Effectivement. Peut-être un dernier point, Martin, une autre question vas-y. Qui m'a frappé, que je pose tout le temps. Qui a un plan, tu sais, tous les plans, là, plan d'incident, résilience, contre tes affaires de prêt? Puis généralement, la réponse est 80 % c'est pas prêt ou c'est partiellement prêt. Ça se confirme encore par le pourcentage que j'ai vu. Donc, tu sais, des fois on a, des fois on n'a pas. Il n'est pas à jour depuis 2 ans. On avait commencé quelque chose. C'est souvent ça. Donc, on n'est pas tant prêt à affronter le chaos ou un sinistre quelconque. Quelles sont les plus grandes craintes des leaders TI? Puis je pense souvent aux directeurs TI. Ce que je me rends compte, c'est souvent... Ils ont un poids énorme, ces épaules. Tu sais, la sécurité, là, c'est l'affaire de tous, mais ils sentent que c'est vraiment sur eux et leurs équipes. Tu sais, les équipes, vous le savez, sont étirées partout dans des projets. Ils essaient de faire le mieux, de garder les lumières ouvertes et tout. Fait que, tu sais, de s'occuper de la sécurité, ils sentent que c'est sur leurs épaules. Ça ne leur tente pas de paraître aux nouvelles. Ça ne leur tente pas d'affronter nos exécutifs qui disent « Hey, comment ça se fait que c'était pas prêt? Comment ça se fait qu'on n'était pas prêt à un désastre comme ça? » Ils ont quand même un poids énorme. Puis le constat de ça, c'est que
ils sentent que ça leur appartient, que c'est comme leur responsabilité, mais c'est une responsabilité partagée. Les affaires, les execs doivent être des sponsors de ça. C'est ce qui va faire qu'on va enlever un peu de poids sur nos directeurs TI et qu'on va être prêt pour ces différents événements-là qui peuvent arriver. Il y a, je ne sais pas si on va pouvoir activer l'animation, j'espère que oui. Un autre coup, ouais. Il y a, pendant qu'il y a des articles de journaux qui défilent, il y a des statistiques qui frappent l'imaginaire vraiment. Aujourd'hui, 63 des PME québécoises ont subi une cyberattaque dans la dernière année. 60 des PME ont payé une rançon lors des 3 dernières années au Québec. 65 des PME sans personnel qualifié pour la résilience aujourd'hui dans notre économie. Puis il y a 1,2 milliard de dollars qui ont été dépensés au Canada pour des rétablissements post-attaque. C'est plus assez d'avoir juste une bonne stratégie de prise de copie ou de backup. C'est pas fait les backups pour restaurer un ensemble de charges de travail pour les organisations. Ça prend des plans de résilience, puis on va parler de ça aujourd'hui, comment étendre un peu notre contrôle sur des situations qui sont plus ou moins contrôlables. La résilience d'affaires, c'est quoi? Bien, c'est la capacité de survivre à tout type de sinistres, que ce soit des cyberattaques, des catastrophes naturelles, des pannes, des services publics, des erreurs humaines. Les erreurs humaines, c'est l'enjeu principal, c'est la cause numéro 1 de la perte d'accès à des services informatiques aujourd'hui. On va être en mesure de reprendre rapidement le contrôle de ces opérations, surtout des activités critiques. Mais encore, si on n'a pas identifié c'était quoi nos activités critiques, voilà, ça commence mal, c'est difficile de gérer tout ça. Souvent, on nous pose la question, ben, tu sais, moi je suis en TI, c'est moi qui gère ça, là, le plan de résilience, puis tout ça. Oui, les TI ont un gros rôle à jouer, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment multifacette, et c'est l'ensemble de l'organisation qui doit participer à cet effort-là. La direction doit être partie prenante de tout plan de résilience. Premièrement, parce que c'est eux qui donnent l'impulsion stratégique. Deuxièmement, c'est eux qui vont déterminer l'ampleur du risque de ne pas avoir de plan de résilience. Puis de le stamper. Là, exactement. On va déterminer les seuils d'acceptabilité de certains risques. Des fois, il y a certaines charges de travail lorsqu'on perd, bien, ça peut coûter des centaines de milliers de dollars par jour versus d'autres services informatiques qu'on peut vivre sans les avoir ou sans y avoir accès pendant 2-3 semaines. Donc, il y a toute une priorisation qui doit être faite. Les ressources humaines, bien, c'est les ressources humaines qui vont entretenir puis définir une culture de résilience au sein de l'organisation. Si jamais on est victime d'une cyberattaque puis il y a une fuite de données personnelles des employés, bien, il y a une communication qui doit avoir lieu au sein de l'organisation pour faire en sorte que les employés soient réconfortés, sécurisés là-dedans. Tous les plans de formation font partie des ressources humaines. Finances, opérations, juridiques, c'est essentiel à tout plan de résilience. Premièrement, on a des contrats comme organisation avec des clients, avec des fournisseurs. S'il y a une fuite de données personnelles ou de données d'entreprise, évidemment, ça peut entrer en directe confrontation avec la nature du contrat. Évidemment, au niveau financier, tout l'aspect du risque financier associé à un désastre ou à une panne ou interruption de service, ces informations-là vont être souvent fournies et élaborées par les finances. Réputationnel aussi. Exactement. Puis au niveau des opérations, bien, il va sans dire, c'est eux qui vont être en mesure de nous dire, bien, ça, dans notre chaîne de valeur, cette opération-là est critique pour nous versus celle-là qui ne l'est pas. Donc, c'est un travail d'équipe là, de venir monter ces plans-là. Puis finalement, les employés, on les met en dernier, mais les employés, c'est les plus importants parce que c'est la première ligne, c'est la ligne de front, c'est eux qui sont confrontés aux attaques, à l'hameçonnage. Et des fois, il y a des erreurs qui sont faites par les employés, puis dans une culture où les employés ne se sentent pas en sécurité d'aller parler à la gestion d'une fuite potentielle ou d'une attaque potentielle, ça devient très, très, très dangereux pour les organisations. Donc, nos employés, ce sont la clé du succès pour tout plan de résilience. C'est mon mic. Par où débuter? Parce que parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Puis on a une petite slide ici qui va vous présenter vraiment des grandes étapes qu'on vous recommande, en fait. Donc, la première étape, tu sais, Martin l'a effleuré tantôt, là, avant de faire un plan d'incident, désastre ou continuité des affaires, la première chose, c'est de faire une analyse d'impact sur les activités, les opérations de l'organisation,
Parce qu'on dirait qu'on tente tout le temps de relever les TI, mais c'est les affaires qu'on veut protéger. Dans le fond, c'est nos clients, nos opérations. Donc, ce qu'on fait dans une activité comme ça, quand on accompagne nos clients, par exemple, on va impliquer, un super important, impliquer vraiment nos dirigeants, directeurs des opérations. On va avoir tous les sponsors, incluant le président s'il faut, mais il faut qu'on passe chacune des activités. Je prends un exemple, mon organisation, on établit ensemble qu'il y a 10 activités critiques pour livrer notre produit ou service qu'on fait. On va les passer chacun, on va déterminer si c'est-tu critique, mission critique, ou le dernier, moins important, il va falloir le relever un jour, comme Martin disait, pour repartir cette activité-là. Mais peut-être que la prise de commande va être au top, peut-être que la livraison de notre produit va être dans le top aussi. Pour chacune de ces activités-là, on va déterminer un paquet d'affaires. Le risque réputationnel, les dollars par heure ou par minute que ça nous coûte si cette activité-là est down, la dépendance. Ça peut être une activité, puis toutes les autres en dépendent. Donc, si elle est arrêtée, je ne peux plus faire mes autres activités, par exemple. Mais surtout, on va déterminer c'est quoi les systèmes qui sont en arrière. Puis là, très informatique, mais ça peut être autre qu'informatique, ça peut être méthode papier, mais moi, je me concentre spécifiquement sur les TI parce que c'est ce dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc, quel système, ERP peut-être, base de données, les sous-composantes en dessous, des HCP, des NES, n'importe quoi. Quels systèmes font que s'il y a un événement dans le maillon qui arrête, mon activité arrête. C'est vraiment critique. Puis à partir de là, une fois qu'on aura toutes ces infos-là, ce que ça nous donne, puis ce qu'on va discuter avec les gens de votre organisation, c'est on va parler d'RTO, RPO. Puis là, quand on pose la question, je ne sais pas, mon directeur des opérations, on a identifié une opération critique, puis il dit il ne faut jamais que ça arrête. OK, pas de problème. Si je te mets 5 signes de dollars pour que c'est jamais que ça arrête, ah, ouais, OK, bien, peut-être qu'on pourrait t'offrir 30 minutes ou 1 heure. OK, on est rendu à 4. Est-ce qu'on arrête à 4? Là, c'est une genre de négociation où, dans le fond, c'est vous autres qui assumez le risque. Ce n'est pas moi. Là. Donc, super important. Puis cette activité-là va déterminer tout ce qu'on va faire pour la suite. C'est l'intrant pour le plan d'incident et de DR et de continuité des affaires, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle est aussi importante, cette activité-là. Puis ça, évidemment, on peut vous accompagner là-dessus. Numéro 2, bien, là, quand on aura stampé ou vraiment pas les activités, les RTO, RPO, bien, on va pouvoir s'asseoir, on pourrait vous accompagner, par exemple, dire, OK, c'est quoi les solutions technologiques qu'on peut mettre en place pour atteindre ces RTO-là? Juste RTO, RPO, là, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça. RTO, c'est Recovery Time Objective. Donc, on veut être en mesure de se remonter en combien de temps? Puis RPO, c'est Recover Point Objective. Donc, jusqu'où on est prêt à perdre des données dans le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 minutes, 5 minutes. Donc, ces variables-là sont très importantes dans la mise en place d'un plan comme celui-là. Ouais, merci, Martin. Très important. Fait que, dans les solutions technologiques, ça peut mettre la haute disponibilité. On va passer nos logiciels de backup. Notre DR va-tu être cold, warm, hot? On va avoir un deuxième site où on va aller dans le cloud. On peut couvrir tout ça, en fait. C'est ce qui va nous permettre de décider des meilleures solutions. On vous ferait des propositions, par exemple, selon la solution qui convient pour atteindre ces chiffres-là, et on peut les mettre en place après. Donc, on a dit que le AIA était super important. Là, je vais pouvoir définir mon plan de réponse aux incidents. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important? J'aime beaucoup l'aviation, tout ce qui touche les avions. Quand il y a un événement qui se passe dans un avion, que ce soit la fumée dans le chose à bagages, que ce soit un moteur qui arrête, première affaire, copilote sort son cartable. OK, le moteur est en feu, on ne se souhaite pas, mais le moteur est en feu. Je suis l'étape de séquence. Il y a plein d'étapes, là, sont déjà séquencées. Ferme tel switch, fais ci, avise les agents de bord, par exemple. Il y a vraiment une liste de choses à faire. C'est la même chose. Fait que, OK, on a déterminé qu'on a une attaque ransomware. C'est quoi les étapes? On va peut-être vouloir débrancher le câble réseau. On va pouvoir initier des communications, aviser le président. Tout ça est listé. Le but ultime, là, c'est quand ça va arriver, là, ça va être le chaos. Mais aussi bien, si on se prépare d'avance, ça va être un chaos organisé. Pour moi, c'est ça le plus important. Ça va être quand même le chaos, mais au moins, on va savoir un peu où on s'en va. Puis on va sauver des minutes tellement précieuses pour l'organisation
autant des dollars que sur la réputation. Donc, plan d'incident va couvrir les grands sujets, les types de sinistres qu'il pourrait avoir et va déjà donner un plan d'action à viser les coms, à viser nos clients, à viser, etc. Tout est documenté. Le plan de reprise après sinistre est typiquement très informatique. Donc, OK, on a passé par le plan d'incident et il y a une étape qui nous dit, OK, vous êtes prêts à relever vos systèmes. Bien, dans le plan d'IR qu'on peut vous aider à bâtir, rappelez-vous encore le AIA, les étapes, les niveaux critiques de chacune des applications ou activités d'affaires. Bien, évidemment, dans le plan de DR, on va les retrouver, ces étapes-là. Remonte tel système en premier, parce que, tu sais, relever tout, là, ça peut prendre des heures et des heures. On va remonter les services critiques pour vos opérations critiques, le reste un peu plus tard. Donc, tout ça est documenté, les outils, les accès, qui fait quoi dans le plan d'IR. Et le dernier, et non le moindre, le plan de continuité des affaires. En fait, généralement, j'ai vu un peu de tous les sauces, mais on va prendre les intrants qui sont le plan d'incident, reprise, et on va l'intégrer dans un grand document qui s'appelle le plan de continuité des affaires. Pourquoi? Bien, c'est correct le DR, plan d'incident, mais aussi il y a des aspects d'affaires qui ne sont pas de TI. Fait que je veux continuer mes opérations, je veux continuer à recevoir des commandes, mais je ne sais pas, les emails sont down, mon organisation est passée au feu. Bien, peut-être que je tombe en mode papier, peut-être qu'un autre, je ne sais pas. Tout ce qui n'est pas tant TI est aussi documenté en plus des éléments TI là-dedans. Super important. Et un élément, le dernier que j'appelle de gouvernance, c'est beau tout ça, j'en ai vu en masse, là, puis on n'a pas parlé tant au début, hein, pourquoi que les gens ne le font pas, tous ces plans-là, ou ne prennent pas le temps? Bien, c'est plate, c'est pas sexy, ça nous prend du temps, c'est de la documentation, toutes des affaires que généralement on n'aime pas tant faire. Bien, là, ce qu'on va faire dans le testing et mesurer, c'est de dire, OK, on fait des tests de restart à temps d'intervalle, on fait des tests de recouvrement à temps d'intervalle, on réajuste nos documentations en fonction des résultats qu'on a eus pour l'améliorer pour la prochaine fois quand ça va arriver. C'est important là, de garder ce loop-là et de tenir, tu sais, vos systèmes changent, vos activités changent. Il faut tenir ça à jour, sinon on va perdre le fil. Tout ce dont Michel vient de parler, c'est une méthodologie avec laquelle on peut vous aider. Donc, vous avez probablement tous une bonne structure ou une stratégie de prise de copie de backup. On peut venir vous aider à bonifier un peu votre préparation en matière de résilience. Puis, on fait ça à travers les étapes que Michel a présentées en considérant 4 axes avec différents outils. Donc, je vais vous les nommer rapidement, puis Michel va passer un peu plus en détail parce que si vous n'aviez pas compris au début, c'est lui le cerveau. Il va pouvoir passer en revue le détail. Mais c'est toi qui es le beau bonhomme. C'est ça. Ça fait qu'évidemment, on parle de tout ce qui est prévention. La prévention est importante. La détection, une fois qu'il y a une attaque ou un problème, il faut le détecter. Il faut répondre à ce problème-là, puis il faut reprendre les services. Donc, on va passer ça en revue. Il nous reste une douzaine de minutes pour passer ces éléments-là en revue parce qu'ils sont très importants. Les éléments de prévention, bien, on vient de les couvrir dans le fond. Donc, assurons-nous d'avoir un chaos organisé quand ça arrivera en préparant nos documents, les différents plans et avoir fait notre activité d'AIA que je vous parlais tantôt. Former les employés, c'est essentiel parce que, on a beau avoir un plan, ça reste papier, mais peut-être faire des drills, des pratiques, des formations, des communications sur le fait que ça existe et aussi nommer les responsables de tous ces éléments-là. Voilà, prochain point, Martin. S'assurer de l'hygiène numérique, là, c'est la manière facile là, pour illustrer, c'est beau d'avoir un système d'alarme à la maison relié à la centrale, mais si je laisse mes fenêtres ouvertes, mes portes ouvertes, ça va sonner pareil à la centrale, mais il va avoir le temps de faire bien plus de dommages que si on avait fait des choses de base. Fait que, tu sais, là, c'est pas exhaustif, évidemment, mais tu sais, vos mises à jour, les mises à jour des patchs, ça peut être les firmware, ça peut être vos OS aussi. Je pense à Windows 10 là, qui vient de terminer. Assurez-vous que vos OS de serveurs, de postes soient à jour. C'est la base, c'est la fondation. Il y en a trop encore qui ne s'en occupent pas tant, qui pensent que ce n'est pas tant important, mais ça l'est. Accès conditionnel, MFA, c'est des pratiques de sécurité, là, c'est les fenêtres puis les portes que je vous disais tantôt. Donc ça devrait déjà être en place pour rendre la chose plus difficile à des cyberattaques, par exemple. On ne dira jamais assez, là, mais
la formation des employés puis la vigilance des employés est super importante. Nous, on travaille dans ce milieu-là et je suis coupable. J'ai été pris au bureau à cliquer sur un email test envoyé par les TI que j'aurais jamais dû parce que ça venait de mon boss, puis j'ai cliqué dessus. Puis, ça fait on est tous vulnérables. C'est des experts, les pirates, à trouver des angles qui pourraient faire que le timing est favorable ou c'est très crédible comme attaque. Fait que faut vraiment, vraiment, vraiment former nos employés, s'assurer qu'ils soient prêts. Ouais. J'ai dû faire une formation en résilience. Ouais. J'étais pas mal gêné, mais je l'admets. Test de phishing, ça fait partie de la fondation. Exact. Peut-être un dernier point, c'était très cyberattaque, mais on pourrait peut-être planifier aussi s'il y a un sinistre plus majeur, deuxième site, est-ce que les gens peuvent travailler à distance? Prévention, on peut aller super loin là-dedans pour éviter qu'on aille à trouver des solutions pendant le chaos. La détection, je veux dire, on a fermé les fenêtres et tout, mais là, ça se peut que quelqu'un rentre quand même. Donc, on va... Tu sais, la base, c'est d'avoir des outils de surveillance et journalisation, puis je dirais du alerting avec ça. Ça, c'est comme le minimum, là, s'assurer qu'on voit des événements, on voit ce qui se passe sur notre réseau, sur les différents équipements. La base, encore, système de détection d'intrusion, IPS et IDS sur les firewalls, par exemple. Protégez vos postes, tout ce qui est endpoint, que ce soit les mobiles, vos postes, avec au minimum un EDR, peut-être un XDR. Et un des éléments qui revient souvent, j'ai la chance de voir des rapports de compagnies de sécurité, des fois quand des clients ont été hackés ou ransomware. Puis le MDR revient tout le temps dans les priorités là, comme étant, ceux qui ne savent pas, là, Managed Detection and Response, fait un CIEM géré par quelqu'un puis le CIEM fait des corrélations d'événements, fait que vous envoyez tous vos logs des différents 365, Azure, équipements, un paquet d'affaires, puis il y a des corrélations qui se font. Oh, d'après moi, il se passe quelque chose sur ton réseau. Bien, c'est pas tout le monde qui peut se permettre quelqu'un de sécurité qui s'occupe du CIEM toute la journée. Un MDR, là, c'est vraiment souvent recommandé. Analyse comportementale des outils, par exemple, je pense à Defender for Identity de Microsoft qui va dire « Ah, cet utilisateur-là, il y a quelque chose qui... c'est pas dans ses habitudes. Il y a quelque chose qui se passe, vérifie telle affaire, il n'est pas dans le bon pays, il a cliqué... Fait que des outils comme ça peut vous aider à détecter. L'adoption des outils d'intelligence artificielle dans la gestion quotidienne des TI, c'en est un bon exemple. Vous allez voir, si vous avez eu l'occasion de discuter avec les gens de Cisco, de Commvault ou des différents manufacturiers en matière de protection puis de réseau, de plus en plus, l'intelligence artificielle fait partie des solutions de détection, des outils de gestion de ces plateformes de réseau-là puis de sécurité. Il ne faut pas se compter de menterie. Il faut se servir de l'intelligence artificielle pour détecter les problèmes qui, souvent, ont été amenés par l'intelligence artificielle. De plus en plus d'attaques sont créées par des engins d'intelligence artificielle. Ça prend des ordinateurs puissants pour les détecter. Puis les différents manufacturiers ont commencé à intégrer ces solutions-là dans leur plateforme technologique. Au niveau de la réponse, on l'a dit tantôt, hein, chaque minute compte, donc on veut se répondre rapidement à l'événement. Donc, prochain point, Martin. Plan de réponse aux incidents, je ne reviendrai pas là-dessus, on en a parlé tantôt, ça va accélérer la suite d'événements, la bonne séquence, rien oublier. Équipe de réponse aux incidents, on n'a pas tant parlé, mais c'est beau, tous ces documents-là, mais ça prend des owners, ça prend des gens qui vont les gérer, qu'on sait qui contacter si jamais il y a un événement. C'est super important qu'il y ait une équipe dédiée et imputable de ça. Y en a-t-il qui ont eu des exercices de feu récemment dans vos bureaux ou si vous n'avez pas eu au bureau, vous n'avez certainement eu à l'université et à l'école, là, mais c'est un peu ça. C'est l'employé qui est responsable d'amener tout le monde au point de rendez-vous. Ouais. Là, l'équipe de réponse aux incidents, c'est des gens qui ont des responsabilités spécifiques, qui sont propriétaires de ces actions-là. Les équipes, opérations business, ça fait partie de la communication qu'on disait tantôt. Tout le monde doit être imputable, tout le monde doit savoir qu'on a quelque chose en place et c'est qui vos personnes de contact si jamais il y a un événement, c'est super important. Communication en situation de crise, je ne mettrai jamais assez d'emphase là-dessus. Oui, à l'interne, mais à l'externe, nos clients, est-ce que j'ai besoin d'une firme de communication pour m'aider à passer le message sans semer la panique dans l'avion, comme tantôt, le moteur est en feu. Si le pilote dit ça tout de suite, la panique va pogner dans l'avion. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. Vous avez déjà les contacts documentés pour ça, mais c'est important d'aviser nos clients à un moment donné. On ne peut pas les garder dans la brume, là, finalement. Des fois, dépendamment de la grosseur d'organisation pour laquelle vous travaillez, ça va être géré de l'interne, mais souvent, ça va être avec des partenaires de communication, surtout quand on pense aux très grandes entreprises ou à l'appareil de l'État.
sont dans les médias tout le temps, on ne tombera pas là-dedans, mais quand la SAQ a déployé sa clique, ça n'a pas fonctionné, puis qu'il y a eu un bris de service pendant 3 semaines, là, il y avait beaucoup de communication avec les médias parce que c'est une étape importante là, d'un plan de réponse. Tellement. Et le dernier point, la reprise. Donc, on a su rapidement colmater ou en tout cas identifier et prendre action. Maintenant, il faut se relever pour recommencer nos opérations le plus vite possible. Bien, on pourrait activer le plan de recouvrement tantôt, toujours avec le plan documenté, relever nos services les plus importants en premier. Ensuite, peut-être activer le plan de continuité des affaires. Tout dépend de l'ampleur du sinistre ou de l'événement. Ça se pourrait qu'on ait qu'à relever certains systèmes, mais ça pourrait être plus global et on doit tomber en mode papier ou prendre des commandes d'une autre façon parce que nos systèmes ne sont pas relevés. Mais tout ça est inclus dans le plan de continuité des affaires. Communication, on a-tu besoin de le répéter? Communication, super important. Et l'analyse post-mortem qui fait un peu l'aspect de gouvernance que je vous parlais tantôt. On a vécu un événement, on a relevé nos systèmes. Qu'est-ce qu'on modifie dans nos documents, dans nos façons de faire pour que le prochain événement, qu'on ne souhaite pas, mais s'il y en a un, on va être encore plus rapide, on va être meilleur finalement. L'ensemble du travail qui va avoir été fait en préparation là, dans les 6 points qu'on a mentionnés au début avec Michel permet d'atteindre, de se rendre à la reprise dans 2, 3, 4, 5, 6 jours versus 40, 45, 50 jours. On a vu des organisations corporatives et publiques être en bris de service pendant 50 jours. Ça tue des business. 50 jours, c'est long. Donc, c'est important d'y penser. On sait que souvent, ça amène des dépenses, ça monopolise des ressources. C'est un peu comme une police d'assurance. C'est pas toujours le fun de payer pour ça jusqu'à temps qu'on ait besoin. Puis une fois qu'on a besoin, on est content de l'avoir. Puis ultimement, on voudrait avoir ce plan-là en place avant que ça brasse ou pas en réponse à un incident. On l'a vu, on le voit toutes les semaines. Donc, on vous encourage à communiquer avec nous. En avant, bien, premièrement, merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation-là. On a 2 documents pour vous ici en avant. Un petit questionnaire qui peut vous aider à vous interroger sur votre organisation puis votre degré de préparation par rapport à un plan de reprise puis de résilience. Puis on a aussi un petit document de 2 pages qui explique pas mal la méthodologie que chez ITI, on met en place pour aider nos clients à déployer un plan de résilience. On n'est pas un expert de vos différentes organisations. Par contre, on est des experts de la méthodologie. Donc, on peut travailler avec vous pour vous guider dans la mise en place de ce projet-là. On va être au kiosque ITI pour le reste de l'après-midi. Il y a un endroit là, qui est dédié à la résilience. Si vous voulez venir jaser avec nous autres, gênez-vous pas. On est bien gentils, puis on est juste en face des biscuits en plus. Donc, vous pouvez manger des biscuits et venir nous voir. Puis, je vous invite à venir chercher un document en avant. Je vous remercie énormément de votre temps, puis je vous souhaite un bon fin de salon. Merci mille fois. Bonne journée. Merci.